Sak ouvrit grand les yeux, se demandant si son épée avait vraiment rebondi. Soudain, il se rappela un moment précis d'une réunion avec ses collègues. À l'époque, il leur avait dit qu'il fallait toujours utiliser les compétences spéciales du boss lorsque seul un cristal restait intact. C'est à ce moment que le véritable défi commence. Mais désormais, Sak se retrouvait dans le jeu lui-même. Il porta ses mains à sa tête, désespéré, et murmura « À quoi pensais-je » Ce rêve ressemblait beaucoup trop à son propre jeu. Après avoir repris son calme, il poussa un profond soupir et conclut qu'il n'y avait rien d'autre à faire. D'une voix forte, il interpella le capitaine. Le blond répondit avec agacement, précisant que son nom était Ayo. Sak hocha la tête en disant qu'il s'en souviendrait. Il pointa alors du doigt les autres combattants et demanda au capitaine si ces hommes étaient bien ses subordonnés. Avant que celui-ci puisse réagir, Sak lui ordonna de leur dire de prendre immédiatement position au centre. Ayo fronça les sourcils et, avec réticence, demanda la raison de cette demande. Sak, irrité, ouvrit les yeux d'un air menaçant et lui demanda s'il avait vu les dégâts qu'il avait infligés au boss. Il lui cria de simplement obéir. Puis, en colère, il exigea de savoir pourquoi le capitaine faisait autant de difficultés. Il lui rappela qu'il fallait en finir rapidement avec ce combat. Ayo le regarda en silence avant de crier aux participants de l'examen de transition de l'écouter attentivement. Sak croisa les bras, un sourire satisfait aux lèvres, pensant que le capitaine venait enfin de reconnaître son génie. Mais à sa grande surprise, Ayo déclara à tous que se regrouper au centre était extrêmement dangereux et qu'il devait immédiatement s'éloigner de là. Le visage de Sak changea brusquement. Sa stupeur se refléta sur son expression figée. Il ne comprenait pas ce que le capitaine venait de dire. Malgré cela, Ayo continua à hurler que Sak était prêt à risquer la vie de ses partenaires pour atteindre ses objectifs et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Furieux, Sak traita Ayo d'idiot et demanda aux autres s'ils n'avaient pas vu sa performance lorsqu'il avait vaincu Toak. Il leur ordonna à nouveau de se rassembler au centre immédiatement. Un homme vêtu d'une combinaison noire murmura à son partenaire que les ordres qu'il recevait étaient totalement contradictoires. Il lui demanda ce qu'il devait faire. Le gars aux cheveux gris cria qu'il devrait écouter Mr. Ayo, car il était le plus prometteur parmi les aventuriers issus de l'aristocratie, ajoutant que le personnage principal, Sak, manquait clairement de bonnes manières. Le capitaine courut vers eux, leur annonçant qu'ils avaient encore le temps de se préparer pour une nouvelle offensive. Sak, rouge de colère, serra les dents. Il pensait désespérément à finir le combat contre le boss au plus vite pour s'échapper. Tout à coup, il ouvrit grand les yeux. Toak se réveillait et le fixait intensément. Sak, pétrifié, réalisa qu'il était dans une situation désespérée. Brusquement, le monstre ouvrit grand sa gueule et l'engloutit. Ayo, choqué, demanda ce qui venait de se passer. « Le boss a mangé Sak ?» Toak poussa un hurlement assourdissant et un message apparut à l'écran indiquant que le boss activait la rotation de la carapace. Son corps commença à tourner rapidement tout en rampant, projetant les combattants dans tous les sens. Un aventurier tenta de s'échapper en appelant à l'aide, mais Ayo, se plaçant devant lui, l'abrita avec son bouclier. Le capitaine, les dents serrées, se souvenait amèrement de la demande de Sak. « Prenez position au centre. » Il comprit alors que Sak les avait trompés, voulant sacrifier ses compagnons pour réussir seul. Cependant, Ayo cria qu'il ne trahirait jamais ses camarades, même si son corps devait être réduit en miettes. Il frappa Toak avec son bouclier, provoquant un cri strident de la créature. De l'énergie violette jaillit de la bouche du monstre, qui releva la tête et continua de hurler. Des bulles étranges apparurent sur son cou avant qu'il n'explose subitement. Sak émergea alors du corps du monstre, le découpant de l'intérieur avec son épée, tout en murmurant qu'il trouvait cela insupportable. Sak se souvenait d'une conversation passée avec un collègue à propos des joueurs solos, comment battre Toak sans aide. À l'époque, il avait souri en suggérant d'ajouter une mécanique où le boss pouvait avaler le joueur, permettant ainsi de détruire les cristaux de l'intérieur. Son collègue avait ri, trouvant cela excitant pour un jeu. Mais maintenant qu'il vivait cette expérience de l'intérieur,
entouré des organes dispersés du monstre et couvert d'un étrange liquide violet, Sak pensait qu'il avait clairement eu tort. Un aventurier aux cheveux blancs cria de joie, attribuant tout le mérite à Ayo et proclamant qu'il était un vrai héros. Cela embarrassa Ayo, qui marmonna qu'il n'avait rien fait de tel. Il s'interrogeait. Qui est vraiment Saak? Comment sait-il autant de choses sur Toak? Saak, de son côté, essuya son visage visiblement dégoûté. « C'est une abomination », dit-il en fronçant les sourcils. Il se demandait pourquoi il ne se réveillait pas, et si, après tout, il avait besoin d'une classe pour progresser dans ce monde. Quelques minutes plus tard, tous les combattants se retrouvaient à genoux devant une grande statue blanche d'une femme ailée, l'emblème du lieu d'éveil des classes. Sak, optimiste, serra le poing avec enthousiasme. Convaincu d'avoir sauvé tout le monde et vaincu le boss, il s'attendait à recevoir une classe prestigieuse comme paladin ou croisé. Ayo le regarda avec suspicion, tandis qu'un écran lumineux apparut au-dessus de Sak. Il était écrit qu'il avait éveillé la classe de paladin. Les yeux de Sak s'écarquillèrent de stupeur. Il se demanda pourquoi cela était arrivé. Pourquoi le capitaine avait-il reçu une classe si prestigieuse? Après un moment, il se calma, ferma les yeux et se concentra. Une lueur dorée l'entoura. Il baissa les yeux vers ses paumes, sourit et ressentit une force envahir son corps. Sak était impatient de découvrir la classe qu'il obtiendrait. Un écran apparut au-dessus de lui. Lorsqu'il lut le message, il tomba dans la stupéfaction. Il se demanda ce que cela signifiait, mais il ne finit pas sa pensée. Sur l'écran, il était écrit que sa classe était Novice Kaen. Sak devint pâle et demanda d'une voix perplexe. « Qu'est-ce que c'est? Je suis un chevalier débutant !» Il se releva brusquement et cria avec mécontentement. « J'ai vaincu Tok! Pourquoi est-ce que je reçois une classe aussi inutile ?» Il ajouta avec frustration. « Je ne l'ai même pas conçue, cette classe !» Soudain, un coffre tomba devant lui. Le système le notifia qu'il avait reçu une épée rouillée, une arme de niveau 1 inutile, infligeant seulement 1 à 5 points de dégâts. Elle ne pouvait pas être renforcée et sa durabilité était inconnue. C'était un objet négligé lors de sa création. Personne ne savait quand elle tomberait en morceaux. Sak ramassa l'épée rouillée. Elle était ancienne, avec une lame ébréchée et rayée. Son visage semblait vide, comme s'il était mort à l'intérieur. Il pensa que tout cela devait être une blague. Il se mit rapidement à agiter les bras, frappant sa tête et se répétant qu'il devait se réveiller. Il devait ouvrir les yeux. Tout le monde le regardait avec surprise. Soudain, son autoflagellation fut interrompue lorsqu'une étrange sphère d'énergie rouge apparut devant lui. Un écran noir et rouge apparut ensuite dans les airs, annonçant « Vous êtes mort d'épuisement ». Sak ouvrit les yeux, choqué. Il demanda ce que cela signifiait. « Mort d'épuisement? Non, ça ne peut pas être vrai. » Il réfléchit un instant et murmura qu'il n'avait jamais vu une fenêtre de tâches comme celle-ci auparavant. Il avait une classe inexistante, mais il ressentait toute la douleur. Sak se demanda si, ce jour-là, il ne s'était pas endormi, mais était mort. Il pensa à Haru, sa fille, et se demanda comment elle allait vivre sans lui. Il imagina Haru l'attendant chez eux et se rappela les moments agréables qu'ils avaient passés ensemble. Il se demanda pourquoi il avait tant travaillé. Dans la panique, il posa sa main sur son front et demanda « Mais où suis-je » Sur l'écran noir et rouge, un nouveau message apparut. « Si vous voulez recommencer, vous devez terminer le jeu. » Sak réfléchit à ce que cela signifiait. Dans le jeu, cela semblait correspondre à la renaissance d'un héros. Il se gratta pensivement le menton et demanda s'il pouvait revenir à la vie s'il terminait le jeu. Après un moment de réflexion, il ouvrit grand la bouche, effrayé, et se rappela du monstre gigantesque aux 4 yeux. Sak se demanda s'il allait devoir affronter cette créature. Il se souvint de sa discussion avec le directeur, un homme à lunettes, tremblant d'agacement. Le directeur lui avait demandé s'il était sérieux et lui avait rappelé que Mammon était le boss final du jeu. « Réfléchis correctement », lui avait-il dit.
Les utilisateurs mourront en 1 minute face à Mammon. Mais le protagoniste était inflexible. Il affirma avec force que des objets de haut niveau aideraient les joueurs. Le directeur lui avait dit que ce boss infligeait des dégâts inimaginables. Mais Zack lui répondit à contre-cœur que si un joueur avait de bons objets, tout était possible. L'homme à lunettes lui demanda s'il avait une idée de combien de temps il faudrait pour améliorer l'équipement à un tel niveau. Zack répondit qu'il suffirait d'acheter des pierres d'amélioration. L'homme, furieux, lui demanda ce qu'il pensait des joueurs qui ne faisaient pas de microtransactions dans le jeu. Zack lui demanda pourquoi il s'en souciait autant. Rouge de colère, le directeur commença à crier des insultes, le poussa hors de la pièce et lui dit de partir. Il ajouta qu'il n'avait qu'à aller voir l'équipe commerciale. Zack le remercia et lui dit qu'il prenait cela comme une permission. Plus tard, un collègue, surpris, lui demanda s'il proposait vraiment de créer un Mammon avec 10 phases. En regardant les documents, il lui demanda si le directeur avait vraiment approuvé cela. Zack sourit et confirma. Il expliqua que, puisque l'apparence du monstre change à chaque phase, il devrait créer 10 designs. Le collègue resta sans voix, imaginant un boss avec 10 phases. Il se demanda où une telle idée avait pu germer. Zack, satisfait, lui dit qu'ils n'auraient pas à jouer au jeu eux-mêmes. Leur salaire et les options d'achat d'actions suffisaient. Il leur dit de suivre ses instructions, puis quitta la pièce. Son collègue fronça les sourcils, pensant que 10 phases était déjà exagéré. De retour dans le jeu, Zack était maintenant coincé dans ce jeu. Il se demanda s'il ne reverrait jamais Haru. 16 pensées furent interrompues par l'approche d'autres combattants. Le gars aux cheveux blancs rit et lui demanda s'il était bien un novice chevalier. Avec un sourire moqueur, il ajouta que ça lui allait bien. Le gars aux cheveux noirs pointa son doigt vers lui et lui dit que Monsieur Ayo lui avait sauvé la vie et qu'il devait lui en être reconnaissant pour toujours. Le gars aux cheveux blancs continua de rire. Il demanda au capitaine si le changement de classe était terminé et s'il pouvait partir. Il lui demanda si c'était vrai que Zack allait vraiment s'en sortir. Ayo fronça les sourcils, regarda Zack, puis confirma que c'était vrai. Il leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Zack essuya son visage en sueur et se demanda ce qu'il devait faire ensuite. Il réfléchit au fait que le capitaine avait reçu une classe de paladin, une classe accessible seulement à 5 à temps perçant des utilisateurs de la version bêta du jeu. Zack ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité aussi facilement. Il s'approcha rapidement du capitaine, passa un bras autour de son cou avec un sourire et lui demanda joyeusement s'il avait bien obtenu la classe de paladin. Il lui dit qu'il fallait beaucoup de courage pour se jeter dans les griffes du boss pour protéger ses amis et qu'il pensait qu'il pouvait gérer cela. Le capitaine ouvrit grand les yeux de surprise et lui demanda ce qu'il voulait dire. Zack lui fit un signe de pouce en l'air et lui dit que le destin les avait réunis dans cet examen. Il devait persévérer, il comptait sur lui. Cependant, dans son esprit, Zack se disait qu'il ne devait pas se montrer fier maintenant. Son objectif principal restait de rentrer chez lui. Ayo grinça des dents, furieux, puis lui donna un coup de pied en criant qu'il devait partir. Il ajouta qu'il n'avait pas besoin d'un homme qui traitait ses camarades comme des objets et qui lui faisait encore mal au derrière. Zack tomba à terre et le traita d'idiot. Mais il se releva rapidement et lui cria qu'il n'en avait rien à faire d'eux. Il les défia de voir comment ils allaient s'en sortir sans lui, celui qui les avait tous maintenus en vie. Mais ils regretteront bientôt leur choix. Zack s'assit brusquement par terre et se mit à réfléchir. Il regarda l'épée rouillée et pensa qu'il pouvait dire, malgré les différences, qu'il était bien dans le jeu qu'il avait conçu. En se basant sur Tohak, il conclut que les stratégies et le système du jeu n'avaient pas subi de changements significatifs. Il ne comprenait pas pourquoi il était ici, mais il était déterminé à sortir du jeu dès qu'il l'aurait terminé. Zack rangea le couteau dans son étui en bois en pensant qu'il devrait sûrement essayer autre chose. Soudain, un écran vert apparut à côté de lui, indiquant « Un couteau rouillé a été placé dans un fourreau, des miettes de rouille tombent. Durabilité de l'épée diminuée d'1 point. » Zack sursauta, rougit de colère et pensa immédiatement à changer d'arme. Une quête secrète dans un village oublié. Un peu plus tard, alors qu'il marchait sur la route,
un vieil homme l'interpella. Il lui demanda pourquoi il allait dans cette direction. Il se trouvait dans une petite colonie, et à l'extérieur s'élevait une immense montagne. Le vieil homme lui dit que le village des novices se trouvait de l'autre côté et qu'il devrait faire demi-tour, car la route hors du champ d'examen était difficile et dangereuse. Saak se tourna vers lui et, fronçant les sourcils, lui répondit brutalement qu'il n'avait pas besoin qu'on se mêle de ses affaires. Il poursuivit son chemin tandis que les villageois commençaient à discuter de lui dans son dos. Il réfléchit. Y a-t-il un intérêt à perdre du temps dans le village des novices ? Puis, un sourire apparut sur son visage alors qu'il se souvenait d'un Easter egg secret dans le jeu, une puissante épée sacrée créée par les développeurs appelée Krink. Cette épée était dotée d'une puissance d'attaque exceptionnelle et d'une durabilité inépuisable. Elle était classée S, utilisable même par les débutants. Saak se dirigea vers la sortie du village en disant qu'il avait conçu cette épée en pensant que les anciens joueurs, à court d'objectifs, pourraient la découvrir. Mais maintenant, elle serait à lui. L'épée se trouvait dans un village abandonné, introuvable à cause des éruptions volcaniques cycliques. L'arrivée à Sniff Village. Après un moment, Saak sortit de la forêt. Vêtu d'une robe à capuche verte, il leva les yeux, sourit et se dit « J'y suis enfin ». Devant lui se trouvaient de nombreuses maisons et derrière, un volcan imposant. Le village s'appelait Sniff. Saak courut rapidement vers les portes du village, pensant qu'une bonne arme lui permettrait de surmonter la pénalité de classe. Avec cela, il pourrait recruter de bons employés, assembler son équipe et atteindre son objectif. Il sourit en marchant dans le village, se moquant intérieurement des autres joueurs qu'il qualifia d'ignorants. Il travaillerait dur dans les quêtes de novices, tandis que lui accomplirait une tâche cachée connue de lui seul. En un rien de temps, il s'élevait au sommet de la hiérarchie du jeu. Une rencontre inattendue, Saak arriva finalement devant une petite maison en bois. Il se dit que c'était le cœur du village de Sniff, la demeure du chef de la famille Gustave. Même les joueurs les plus assidus ignoraient qu'un vieil homme vivait ici et pouvait donner une quête cachée. La quête était un rituel protecteur du chef. En accomplissant cette tâche, les joueurs recevaient une lame sacrée en guise de récompense. Ravi, Saak ouvrit la porte de la maison en criant à l'intention de l'ancien qu'il ferait tout ce qu'il lui demanderait. Mais, à sa grande surprise, il trouva un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux verts. Le garçon, surpris, ouvrit grand les yeux et demanda qui il était. Déconcerté, Saak demanda à son tour où se trouvait l'ancien. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est passé le chef ?» Le garçon fronça les sourcils avec pitié et lui annonça que l'ancien était décédé. La bouche de Saak s'ouvrit en grand sous le choc et son visage pâlit. Il demanda bruyamment ce que cela signifiait. Brusquement, il saisit le garçon par le col et lui dit que l'ancien allait très bien. Il lui demanda pourquoi il serait mort et s'il plaisantait avec lui. Le garçon, pris de panique, balbutia qu'il ferait mieux de dire ce qu'il voulait, ajoutant qu'il était le nouvel ancien du village de Sint. Saak cessa de le secouer et regarda pensivement le plafond, se demandant si l'ancien ancien était réellement mort et s'il avait transmis ses fonctions à ce garçon. Il réfléchit au fait qu'il n'y avait apparemment pas de PNJ fixe dans ce monde. Le nouvel ancien tremblait de peur et Saak esquissa un sourire sinistre, pensant que ce garçon était bien le même ancien, mais jeune, ce qui rendrait la persuasion encore plus facile. Après cela, il afficha immédiatement un sourire bienveillant et s'adressa à l'ancien d'une voix aiguë. Il s'excusa pour son comportement et lui demanda s'il avait besoin d'aide. Sous le choc, le garçon demanda de quoi il parlait. Saak lui répondit qu'il devait bien avoir quelque chose à faire, comme nettoyer les tombes, affronter le dragon du volcan ou l'aider avec le rituel de protection. L'ancien ouvrit soudain de grands yeux et lui dit qu'il devait quitter cet endroit. Saak, stupéfait, lui demanda ce qu'il voulait dire par là. L'ancien baissa les yeux et lui expliqua calmement qu'il n'avait rien à lui offrir, car peu importe ce qu'il ferait, cela ne servirait à rien. Il lui conseilla donc de partir. Saak fronça les sourcils, se demandant s'il avait perdu la tête. Il lui demanda s'il n'y avait même pas une petite tâche à accomplir.
Il lui demanda aussi si le rituel de protection de l'ancien n'était pas important pour le village. Le garçon baissa tristement les yeux et lui répondit qu'il avait raison. Mais il ne termina pas sa phrase. Saak trouva cela écœurant. Il connaissait la stratégie et savait qu'il suffisait de pousser un peu. Il passa un bras autour de l'épaule de l'ancien et lui murmura qu'il connaissait en fait l'ancien ancien. Le garçon rougit immédiatement de joie et lui demanda bruyamment si c'était vrai. Saak répondit par l'affirmative, sourit et lui dit qu'il pouvait lui faire confiance et suivre ses instructions. Il pensa que ce n'était pas un mensonge, après tout, il avait supervisé le développement de ce PNJ. Il agita les mains et lui dit que même un ancien inexpérimenté, incapable de nettoyer une pierre tombale, pouvait faire cela, signifiant qu'il partagerait toutes les connaissances de l'ancien ancien avec lui. Le jeune ancien le regarda avec inquiétude. Il se demandait s'il prétendait tout savoir sur la réalisation du rituel de protection. Devait-il lui faire confiance ? Il pensa à la fille blonde qui lui avait souri avec bonheur, puis au village consumé par le feu. Il réfléchit à ce qu'il devait faire. Le garçon serra nerveusement les poings et se dit qu'il le ferait, même s'il devait emprunter la force d'une autre personne. Ensuite, il se présenta bruyamment comme Saak et déclara s'appeler Gustave Rien, le 4e ancien du village de Sint. Gustave lui dit qu'il lui confiait cette tâche et lui demanda de l'aider à accomplir le rituel de protection. Saak leva le pouce et lui répondit joyeusement qu'il aurait dû le dire dès le début, bien sûr qu'il l'aiderait. Il se demanda pourquoi le jeune ancien prenait cela si au sérieux. Après cela, un écran bleu apparut dans l'air sur lequel était écrit le nom de la tâche, le rituel de protection de l'ancien. La description de la quête était la suivante. Bientôt, un dragon apparaîtra depuis le volcan et le village sera englouti par les flammes. Gustave demande de l'aide pour réaliser un rituel de protection. L'objectif est de nettoyer 3 pierres tombales afin d'ériger une barrière qui protégera le village. Les tombes doivent être impeccables pour cela et lui et le nouvel ancien doivent mettre en ordre les pierres tombales des précédents anciens. En récompense, il recevra des relations amicales renforcées avec l'ancien. Le système demanda à Saak s'il acceptait la quête. Saak trouva cela génial car, comme prévu, la fenêtre de quête apparut après qu'il eut rempli les conditions. Gustave, inquiet, lui dit qu'il ne connaissait pas son nom. Il l'appela Aventurier et lui demanda comment l'appeler. Saak accepta la quête depuis le système et lui répondit que son nom était So Quad Jang, mais qu'il pouvait simplement l'appeler Quad Jang. Gustave accepta joyeusement. Pendant ce temps, un rat les observait. Un homme tenait dans ses mains un rat bleu transparent, ressemblant à un hologramme. Il déclara que le nom Jang le rendait mal à l'aise. Cet homme utilisa une compétence exclusive de la classe d'assassin appelée Oreille du rat. 2 lames étaient accrochées à son dos et il portait un masque noir sur son visage. Il regarda l'hologramme du rat et demanda à Nuna s'il pouvait obtenir les informations, puis les tuer. C'était un groupe de bandits Pinko. À côté de lui se tenait une fille aux longs cheveux bordeaux. Elle approuva et demanda à Farah combien de temps il devrait encore attendre. Farah, une fille aux longs cheveux blancs et portant un bandeau sur un œil, sourit et leur répondit que ce n'était pas encore le moment. L'homme s'appelait Cohen et la fille, Chino. Chino regarda Farah avec pitié, mais Farah leur dit qu'aussitôt que Jang avait mis les pieds dans le village, ils s'étaient rendus directement à cette maison. Ils étaient perchés sur le toit de la maison de l'ancien. Farah expliqua à ses compagnons que Jang savait probablement comment obtenir l'épée sacrée. Elle sourit légèrement et leur demanda pourquoi ils devraient se donner la peine de courir après cette épée. Elle leur dit qu'ils n'avaient qu'à attendre le bon moment pour la voler. Pendant ce temps, Saak et le jeune ancien traversaient le village. Saak demanda à Gustave combien de temps il leur faudrait pour atteindre les pierres tombales. Gustave lui répondit qu'elles n'étaient pas loin et qu'ils n'avaient pas beaucoup à marcher. Tous les villageois les regardaient avec méfiance. Saak nota que l'atmosphère était étrange. Les habitants les observaient de travers. Soudain,
une tomate vola dans la tête de Gustave. Les habitants commencèrent à lui lancer des tomates, tout en l'insultant de façon virulente, le qualifiant d'homme insolent. Un homme lui demanda comment il osait revenir ici après ce qu'il avait fait à leur famille. Un autre homme lui ordonna de quitter le village. Les villageois jetaient tomates, pierres et divers objets sur eux. L'un des pots heurta Saak à la tête. En colère, il demanda bruyamment à Gustave ce qui leur prenait. L'ancien, calmement, remonta sa capuche et lui répondit qu'il devait juste accélérer le pas. Le visage de Saak s'assombrit de rage. Serrant les dents, il accepta de continuer rapidement, tout en pensant qu'il avait mal à la tête et qu'il devait terminer tout cela au plus vite pour partir. Peu après, ils se retrouvèrent dans une forêt face à une grande statue de pierre, la première pierre tombale. Gustave, ravi, lui dit qu'ils étaient arrivés. La première tâche consistait à arracher toutes les mauvaises herbes. Saak retroussa les manches de sa chemise, sourit et lui dit qu'il était temps de commencer. Il ajouta qu'il pensait pouvoir le faire en 5 minutes. Il se mit alors à arracher les mauvaises herbes rapidement. Gustave, un peu confus, lui demanda s'il était jardinier professionnel, car il faisait du bon travail. Saak arracha une autre mauvaise herbe, mais elle avait une grosse racine épaisse. Il la regarda avec dégoût et murmura qu'il avait oublié qu'il existait des monstres mauvaises herbes dans ce monde. La mauvaise herbe se mit à bouger et à couiner. Saak la jeta rapidement en disant que c'était des épouvantails en personne. Il trouva cela inutilement détaillé et pensa que c'était une perte de ressources. Les mauvaises herbes, désormais inoffensives, gisaient au sol en émettant de petits couinements, puis elles se relevèrent brusquement et s'enfuirent en courant dans une autre direction. Gustave, surpris, observa les petits monstres et, après un moment, remercia Yang. Il lui dit que, grâce à lui, grand-père pourrait maintenant dormir en paix. Tout autour de la statue de pierre était nettoyé. Il ne restait pas une seule mauvaise herbe. Saak se demanda si Gustave avait vraiment appelé cet homme grand-père. Il en conclut que cette tombe appartenait à l'ancien précédent. Il fixa le gros rocher et réalisa qu'il y avait initialement 2 pierres tombales ici et qu'une 3e avait été ajoutée plus tard. Il réfléchit au fait que la véritable disposition différait légèrement des données originales. Ce lieu avait quelque chose d'unique. Après cela, Gustave l'interpella bruyamment, lui rappelant qu'il devait continuer car il restait 2 tombes à nettoyer. Saak répondit qu'il arrivait. Souriant, il pensa que cette innovation ne l'empêcherait pas de mener la mission à bien. La 2e pierre tombale. Après un moment de marche, ils arrivèrent à la 2e tombe, qui était entourée d'un énorme monstre. Il s'agissait d'un roi des mauvaises herbes de niveau 5, possédant 200 points de vie. Ce monstre avait une énorme bouche garnie de crocs, et de la terre coulait de ses lèvres. Saak ouvrit grand les yeux, terrifié. Il pensa qu'il n'avait pas créé ce monstre et qu'il le glaçait de peur. Il fronça les sourcils mais se rassura en réalisant qu'il s'agissait d'un mob de bas niveau. Cependant, il se plaignit mentalement de la qualité médiocre de son équipement. Il tira son épée rouillée, tandis que le monstre souriait, satisfait. Le roi des mauvaises herbes le fixa et dit bruyamment qu'il se fichait que les mauvaises herbes tombent ou que son épée se brise. Saak, furieux, bondit et abattit son arme tout en traitant le monstre de buisson. Après quelques minutes de combat intense, le roi des mauvaises herbes s'effondra au sol. Les petits monstres coururent vers son corps. Saak, lui aussi, tomba au sol, épuisé. Il soupira longuement et se dit qu'il devait absolument mettre la main sur l'épée sacrée. Le système le notifia que son personnage avait atteint le niveau 10 et ses statistiques furent mises à jour. Il se redressa en s'appuyant sur son épée rouillée et Gustave, ravi, le félicita pour son excellent travail. Saak acquiesça en lui disant qu'il était temps d'en finir avant le coucher du soleil. Il se demanda pourquoi Gustave, qui appartenait visiblement à une classe de soigneurs, ne l'aidait pas à se soigner. La dernière pierre tombale. Quelques minutes plus tard, ils reprirent leur chemin. Gustave lui expliqua que la dernière tombe nécessitait un nettoyage régulier, donc cette fois, il ne devrait pas souffrir autant.
Zack pensa qu'un monstre de niveau 5 était déjà suffisant pour lui. Après un moment, ils atteignirent enfin la dernière tombe. Gustave, joyeux, lui annonça qu'ils étaient arrivés. Cette tombe paraissait spéciale. Une petite structure en pierre l'entourait, avec des motifs étranges dessinés dessus. Le vent soufflait doucement, et les feuilles des arbres dansaient dans l'air. Zack aperçut une ombre étrange derrière les buissons. Il ouvrit grand les yeux et devint pâle. Posant une main sur l'épaule de Gustave, il lui demanda s'il était sûr que c'était bien ici la dernière tombe. Le jeune ancien confirma et lui rappela qu'il lui avait dit plus tôt que toutes les tombes n'étaient pas très éloignées. Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'un terrible bruit retentit. Ils regardèrent tous les deux dans la direction du bruit, visiblement alarmés. Un monstre surgit soudainement du sol, ses énormes yeux rouges brillant dans l'obscurité. La créature était terrifiante, un prédateur maudit de niveau 50 avec 25 200 points de vie. Zack s'exclama, presque paniqué, « Que font des monstres de niveau boss près du village ?» Le prédateur maudit ressemblait à un crabe géant, avec plusieurs pattes, aucun visage, mais un unique œil central. Gustave, tremblant de peur, lui répondit « Nous devons fuir d'ici immédiatement. Ce monstre est bien trop puissant et nous n'avons aucune chance de le vaincre. » Mais Zack, avec un sourire déterminé, dégaina son épée rouillée. Gustave, incrédule, s'écria « Tu es sérieux ?» Zack pensait qu'il n'en avait rien à faire. Après tout, c'était lui qui avait créé cette abomination. Par conséquent, c'était à lui de la détruire. Il lança à Gustave « Je vais tuer ce monstre. Prépare-toi à contrôler ta mana et à me soigner si nécessaire. » Le jeune elder, effrayé, écartant les mains, tenta de le dissuader. « Non, c'est bien trop dangereux. Tu ne peux pas. » Zack, imperturbable, expliqua son plan. « Écoute, c'est faisable. Ce monstre utilise une compétence de paralysie s'il te regarde dans les yeux plus de 3 secondes. Si nous évitons de croiser son regard, nous avons une chance. » Gustave, terrifié, agrippa la lanière de son sac, fronçant les sourcils. Zack continua avec un sourire confiant. « Tu sais pourquoi ce genre de boss commence par immobiliser ses adversaires au lieu de les attaquer directement ?» Gustave, paralysé par la peur, ne répondit pas. Zack répondit à sa propre question. « Parce que les prédateurs maudits sont extrêmement lents. Si on esquive leurs regards et leurs attaques, on peut s'en sortir. » Soudain, Gustave se mit à trembler violemment, la sueur ruisselant sur son visage. Il fixa un point derrière Zack et, d'une voix étranglée, désigna quelque chose du doigt. « Derrière toi !» Zack se retourna précipitamment et bondit en arrière en criant « Par tous les dieux, ce monstre m'a fait peur !» Il se tourna vers Gustave pour le remercier, mais réalisa que ce dernier avait disparu. « Où est-il passé ?» demanda Zack en scrutant les environs. Il aperçut bientôt Gustave étendu au sol, évanoui. Serrant les dents, Zack murmura « Ce crétin, je lui avais dit d'être prudent. » Le prédateur maudit s'approcha de l'elder inconscient, sa gigantesque bouche dégoulinant de salive. Zack, le visage fermé, brandit son épée rouillée. « Très bien, changeons de stratégie, » murmura-t-il. « Je vais me battre à l'aveugle. » Inspirant profondément, il ferma les yeux, visualisant mentalement les mouvements du monstre et les angles d'attaque possibles. Il se concentra, s'appuyant sur ses souvenirs de la conception de cette créature pour anticiper ses actions. D'un cri retentissant, Zack sauta en avant, frappant le monstre avec précision. Son épée rouillée mordit dans les chairs du prédateur, retirant 20 points de vie à chaque coup. Zack réfléchissait tout en attaquant. Si le niveau d'un boss est faible, ses attaques sont facilement interrompues. La différence de force n'importe pas ici, je peux gagner sans subir de blessures. Sous l'effort, les veines de son visage saillaient. Les points de vie du prédateur diminuaient lentement mais sûrement. Le système l'alerta alors. « Attention, la force de votre arme diminue avec l'utilisation continue. »« Juste un coup de plus », pensa Zack, ses muscles tendus à l'extrême. Le prédateur n'avait plus qu'un seul point de vie. Un sourire de triomphe se dessina sur le visage de Zack,
Parfait! Il ouvrit un de ses yeux et tenta de frapper le monstre à nouveau avec son épée. Mais celle-ci se brisa soudainement et vola en éclats. Saak fronça les sourcils, serra les dents et cria qu'il ne lui restait qu'un dernier coup. Soudain, un puissant pilier de lumière jaillit de la bouche du prédateur maudit, frappant Saak de plein fouet. Il fut projeté au sol, n'ayant plus qu'un point de vie sur C-1500 après cette attaque. Du sang coulait de son visage, tandis qu'il respirait lourdement. Saak réfléchit. Le monstre a une attaque de base très puissante. Heureusement qu'il n'existe pas de système de mort instantané, sinon je serais déjà mort. Le boss se préparait à frapper à nouveau, mais un fragment de la lame de l'épée de Saak tomba près d'eux. Le morceau était encore plus endommagé qu'avant. Saak ouvrit grand les yeux, tout comme le monstre, qui détourna son attention un instant. Profitant de cette distraction, Saak saisit son épée brisée. Cela ne ressemblait plus à une épée, mais à un petit couteau avec un large manche. Il pensa, « On va enfin savoir qui de nous deux est le plus rapide. » Se relevant rapidement, il courut vers le monstre et, en criant, lança « Frappe titanique !» Il planta ce qu'il restait de sa lame près de l'œil unique du boss. Une gerbe de sang jaillit alors que les griffes du prédateur s'arrêtèrent juste devant l'estomac de Saak. Le monstre trembla, puis s'effondra au sol. Saak s'écroula immédiatement, épuisé. Son visage était couvert de sang, et il murmura haletant « Je suis vraiment trop vieux pour ça. » Le système l'informa, alors qu'il avait atteint le niveau 20, ce qui actualisa ses statistiques. Un écran bleu apparut devant lui, et une notification lui indiqua que de nouvelles compétences étaient disponibles pour le chevalier novice. Saak, surpris, fixa l'écran. « Quoi ? Je pensais qu'il n'y avait rien pour les débutants. Il donne vraiment des compétences entières. » 3 petits écrans apparurent devant lui. Icône d'épée, compétences, coup de débutant. Une attaque maladroite qui dépend de la force. Icône de bouclier. Compétences, contre-attaque du débutant. Une tentative hésitante de contre-attaque basée sur l'intelligence. Icône de flèche. Compétences, esquive du débutant. Une chance d'éviter une attaque ennemie, dépendant de la vitesse de mouvement. Saak se leva brusquement et agita les bras de frustration. « C'est quoi ce truc ? Pourquoi aurais-je besoin de ces compétences ridicules ?» Avec un sourire ironique, il murmura « Le système s'est vraiment surpassé cette fois. » Soudain, un écran rouge apparut devant lui, affichant un message étrange. « Et si tu pouvais devenir plus fort en utilisant ces compétences one fois ?» Saak écarquilla les yeux avant de s'énerver davantage. « Qui m'envoie ces messages ? Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il sait seulement à qui il s'adresse ?» L'écran rouge commença à s'effacer, émettant un rire sinistre. Saak grinça des dents et hurla à l'intention de l'expéditeur. « Espèce d'idiot, je vais te le faire payer !» À ce moment, Gustave se réveilla et accourut vers lui. « Saak, est-ce que ça va ?» L'Elder, en voyant le cadavre du monstre, s'exclama surpris. « C'est vraiment... mort !» Saak, furieux, ses yeux brûlants de colère, hurla. « Alors, tu as dormi pendant tout le combat, et tu te réveilles maintenant, tranquille ?» Il attrapa la tête de Gustave et se mit à la secouer violemment, tout en affichant un sourire sarcastique. « Bien dormi ? Hâte de faire du rafting sur le fleuve Styx ?» Gustave, paniqué, le remercia bruyamment pour son dur labeur, avant de demander avec un sourire nerveux « Il est peut-être temps de s'occuper de la 3e pierre tombale. » Saak, reprenant son calme, sourit légèrement. « Tu as raison, on peut s'y mettre. » Alors qu'il réfléchissait à cela, il pensa à quel point il aimerait oublier toute cette histoire. Il allait simplement nettoyer la dernière pierre tombale, observer le rite de protection, obtenir l'épée sacrée, et tout serait terminé. Saak demanda à l'Elder un tissu et lui dit qu'il s'en occuperait. Après un court instant, la pierre tombale était propre, comme si elle brillait de propreté. Ils sourirent et se dirent ensemble qu'ils pouvaient commencer le rite de protection. Saak écarquilla les yeux, choqué, et se pointa lui-même du doigt, demandant à l'Elder s'il allait réellement effectuer le rituel.
Il lui dit qu'il devait le faire lui-même. Gustave, gêné, se gratta la tête et expliqua qu'il avait épuisé tout son mana. Il rit nerveusement, disant qu'il serait heureux de l'aider. Sack lui demanda ce qu'il voulait dire par là, et soudainement, il se sentit rouge de colère et s'écria à voix haute « Mais qu'est-ce que tu fais ici au juste ?» Gustave fronça les sourcils, les larmes aux yeux, et se tourna pâle de peur, expliquant qu'il savait comment réaliser le rituel. Il lui demanda s'il avait mal compris. Sack attrapa l'Elder par la peau du cou et cria à nouveau « On s'était mis d'accord, je nettoie, et toi, tu fais le rituel, c'est ta responsabilité directe. » Il lui demanda, furieux, si ce n'était pas évident. L'Elder, paniqué, demanda à Sack s'il voulait dire que l'ancien Elder lui avait enseigné uniquement à nettoyer les pierres tombales. Sack, furieux, ferma les yeux et cria « C'est impossible! Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite? Où est-ce qu'on a déjà vu un Elder incapable d'utiliser son mana ?» Il se tourna vers Gustave, qui le regardait, les yeux remplis de terreur, avant de baisser la tête tristement. Sack se prit la tête dans les mains, pensant que c'était la raison pour laquelle il ne le considérait pas. Tous ses efforts étaient vains. Il songea que s'il pouvait voir la barre de statut, il pourrait comprendre ce qui se passait. Soudain, un écran apparut devant lui, indiquant que l'état de l'interlocuteur était en train d'être analysé. Sack ouvrit les yeux, surpris, alors qu'un message s'affichait. Téléchargement en cours sur Gustave. L'écran derrière l'Elder révéla ces informations. Nom, Gustave Rie in classe. Prêtre niveau Four Force physique maximale. 10000. Mana, 050S 000. Il y avait aussi un graphique montrant CS statistiques, une intelligence énorme, une bonne endurance, mais une force et une chance proches de 0. Ses compétences en technique et agilité étaient moyennes. Sack, étonné, pensa. Son mana maximum est de 50000. Pourquoi est-ce qu'il ne récupère pas son mana? Gustave, presque en larmes, tremblait de peur et expliqua qu'il était incapable de récupérer son mana de quelque manière que ce soit et qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Il pleura en disant qu'il savait très bien qu'il était bon à rien, mais qu'il voulait accomplir le rituel à tout prix, faire tout ce qui était en son pouvoir. Sack, acculé, serra les dents et se demanda quoi faire. Il pensa que sans l'aide de l'Elder, il ne pourrait pas obtenir l'épée sacrée. Il se demanda s'il y avait une autre solution. Soudain, la terre trembla et le sol sous leurs pieds commença à bouger. Sack se demanda si c'était un tremblement de terre. Un épais nuage de fumée noire sortait du volcan et les oiseaux s'envolaient en hurlant dans le ciel. Gustave, terrifié, s'écria qu'il ne voulait pas. Son visage pâlit de peur et il se précipita soudainement à courir. Sack ne comprit pas. Il lui demanda où il allait. Il fronça les sourcils, ne comprenant pas son comportement. Après un moment, le soir tomba. Sack, assis dans la taverne, se prit la tête entre les mains, se demandant ce qu'il devait faire. Devait-il vraiment retourner au village des novices? Cette option ne lui plaisait pas, car sans une arme décente, il ne serait même pas accepté dans une équipe et il ne voulait pas non plus se séparer de l'Ecotan. Il devait absolument obtenir l'épée sacrée. Mais rien que de penser à Gustave, il se sentait envahi par la colère. Il cria haut et fort qu'il n'avait pas été engagé comme nourrice. Un employé de la taverne, portant 2 grandes chopes de boissons, le vit et ouvrit de grands yeux. Il lui lança qu'il était le même idiot qui était avec Gustave avant de lui jeter une boisson au visage et de lui ordonner bruyamment de quitter son établissement. La boisson coulait sur le visage de Sack. L'homme lui expliqua que les amis de Gustave n'étaient pas les bienvenus ici et qu'ils devaient partir. Sack se leva calmement et lui demanda ce qu'il lui avait fait pour qu'il le traite ainsi, un travailleur acharné pour créer ce jeu. Il l'insulta de fou et lui dit que dorénavant toutes ses actions seraient considérées comme de l'autodéfense. Quelques minutes plus tard, l'homme était à genoux devant lui, tremblant de peur alors qu'il s'inclinait. Sack lui demanda s'il avait enfin montré du respect, l'insultant de nouveau et lui disant qu'il ne fallait pas l'énerver. L'homme grimaça de honte et se mordit les dents, pensant à la vengeance qu'il prendrait un jour. Sack s'assit à la table,
les sourcils froncés, et demanda pourquoi les villageois étaient si désespérés de le renverser. L'homme lui expliqua qu'à peine l'Elder était-il parti de la maison qu'il avait été bombardé de tomates. Il essuya son visage et dit qu'il semblait ne pas savoir ce que Gustave avait fait et qu'il ferait bien de ne pas s'en mêler, car Gustave tuait les villageois. Saak se souvint de la fois où l'Elder avait pleuré et supplié qu'il revienne, où il lui avait dit qu'il était bon à rien. Il se demanda si ce pleurnichard, Gustave, tuait vraiment les villageois. Il en doutait fortement. Saak demanda à l'homme ce que l'Elder avait bien pu faire exactement. L'homme lui répondit qu'il avait sûrement vu la maison abandonnée près du village. Saak fronça les sourcils en y repensant. Il se souvint qu'il avait demandé à Gustave ce que c'était, et l'Elder lui avait dit que c'était la maison d'un de ses amis, mais qu'elle était vide à ce moment-là. Saak se rappela également que cette zone était sur la carte du jeu et faisait partie du village. Ils avaient même posé des fleurs blanches devant la maison. L'homme de la taverne lui expliqua alors que Gustave avait tué toute la famille qui vivait là, peu de temps avant qu'une éruption volcanique ne commence. Gustave se trouvait alors près de la 3e pierre tombale, entouré de plusieurs villageois qui lui disaient, terrifiés, que le dragon arrivait et qu'il devait commencer le rituel au plus vite. Gustave posa ses mains sur la pierre tombale, mais les villageois, le voyant dans une panique totale, lui demandèrent ce qui se passait. Il leur répondit qu'il manquait de mana. Le tavernier secoua Gustave par l'épaule, lui demandant ce qu'il proposait de faire alors que le dragon était presque là. Gustave, complètement affolé, se mit à pleurer, se demandant pourquoi il ne pouvait rien faire. Le dragon s'éleva dans le ciel et tout le monde regarda, choqué. Le jeune Elder cria, les yeux écarquillés, appelant quelqu'un nommé Hélène. Le dragon se dirigea vers une petite maison où se trouvait une jeune fille aux cheveux blonds, portant une longue robe blanche et tenant un petit panier. Elle regardait calmement le dragon. Le tavernier expliqua à Saak qu'Hélène était une jeune fille adorable qui prenait soin de son grand-père âgé. Ce jour-là, elle perdit ses voisins et la jeune fille qui était comme une fille pour lui, car le dragon attaqua. Gustave n'expliqua pas pourquoi il ne pouvait pas utiliser son mana pour effectuer le rituel. Si seulement il l'avait dit plus tôt, tous seraient encore en vie. L'homme se mit à pleurer et dit que Gustave avait du sang d'Elder dans les veines, mais qu'il avait trahi la confiance des villageois. Saak laissa échapper un soupir sans émotion, posa une pièce sur la table, remercia l'homme pour la bière insipide et lui dit qu'il s'en allait. En se dirigeant vers la sortie, l'homme se leva soudainement et lui demanda ce que c'était que cette réaction. Il lui cria que c'était une histoire déchirante, les larmes coulant sur son visage. Saak s'arrêta et lui répondit qu'il lui demandait pourquoi Gustave ne leur avait pas expliqué pourquoi il ne les avait pas protégés. Il lui dit que si un jeune garçon comme l'Elder avait perdu sa famille, il serait responsable du destin du village. Il lui demanda s'il voulait vraiment que Gustave se réveille immédiatement pour résoudre tous les problèmes. Saak le fixa du regard et lui dit qu'il était un homme adulte, et lui demanda s'il n'avait pas honte de dire cela. Après un moment, la nuit tomba, la fumée noire sortait toujours du volcan, et Saak marchait dans le village, pensant que tous les habitants étaient égoïstes. Saak se demandait s'il pensait vraiment qu'il ne connaissait pas l'histoire de ce village. Il expliqua que le guerrier qui brandissait l'épée sacrée était mort, et que son compagnon, un prêtre, était allé au royaume pour accomplir sa dernière volonté. Ce prêtre voulait aider les personnes ayant perdu leur maison lors des batailles contre les monstres. Et sous sa direction, ils construisirent un village appelé Kteash. Cependant, le calme ne dura pas longtemps, car le dragon, vendredi, qui dormait sur la montagne, se réveilla de son rêve, et en une seule matinée, il transforma les terres fertiles du village en un volcan. Après cela, la protection du village devint la responsabilité des descendants du prêtre, la famille Gustave. Le fondateur du village Kteash savait qu'un jour le dragon se réveillerait à nouveau. C'est pourquoi il laissa une pierre tombale protectrice pour sauver les villageois. Mais sa création avait épuisé la force du créateur, ce qui affecta sa durée de vie. Malgré cela, la famille Gustave se sacrifia pour protéger la population, offrant aux gens un ciel paisible au-dessus de la terre. Cependant, cela fut complètement oublié avec le temps. Quelques minutes plus tard, Saak arriva à la maison de l'Elder
pensant qu'il connaissait enfin la raison pour laquelle le mana de Gustave ne se régénérait pas. C'était dû à son traumatisme psychologique, un état dépressif fréquent chez les débutants ayant vécu un choc intense. Il sourit, pensant que cela relevait de ses compétences et qu'il allait guérir l'âme malade de Gustave. Il ouvrit brusquement la porte de la maison de l'Elder et sourit sinistrement. Il appela haut et fort, annonçant que c'était l'heure de l'entraînement spécial, mais personne ne répondit. Saak se demanda ce qui se passait et où était passé l'Elder. À ce moment, un groupe de bandits pachinko se trouvait près de la 3e pierre tombale. Cohen portait un sac énorme qu'il lança au sol. À l'intérieur du sac se trouvait Gustave, les mains liées, en train de pleurer. Cohen s'excusa et expliqua qu'il n'était pas content de la situation non plus. Le jeune Elder, paniqué, demanda qui ils étaient et pourquoi ils avaient kidnappé un homme. Farah sourit et lui expliqua qu'ils avaient entendu une partie de sa conversation récente. Elle lui demanda s'il activait la pierre tombale protectrice, s'il obtiendrait l'épée sacrée. Gustave, avec un regard plein de pitié, lui demanda quel genre d'épée elle parlait. Le chef des bandits appela ses coéquipiers et Cohen attrapa l'Elder pour lui imposer les mains sur la pierre tombale. Gustave cria de douleur et Farah lui dit qu'ils avaient vu son statut et qu'il n'avait plus de mana du tout. Chino sourit en tenant une petite seringue de liquide violet. Elle lui expliqua qu'il n'avait pas à s'inquiéter car une seule injection suffirait à aider même un grand-père de ce ventillant. Le jeune Elder, en voyant la seringue, se mit à pleurer à nouveau. Chino, avec un sourire faux, leva la main pour lui injecter le liquide, lui disant qu'il pourrait ainsi protéger le village et qu'ils obtiendraient l'épée sacrée. Elle lui demanda si cela ne lui semblait pas merveilleux. Cohen ajouta qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car la compétence de son partenaire dans le mélange des poisons était un chef-d'œuvre. Après cette injection, Gustave deviendrait un imbécile, mais cela n'avait pas d'importance. Le jeune Elder pâlit de peur et leur demanda s'il allait vraiment devenir un imbécile. Il se mit à crier, suppliant qu'il le laisse partir. Cohen le tenait toujours fermement et lui dit qu'il devait rester immobile. Soudain, un homme cria qu'il devait arrêter. Tout le monde tourna la tête dans sa direction. Dans un moment de surprise, Saak sortit des buissons et déclara à Gustave qu'il pensait qu'il s'entraînait, mais qu'en réalité, il avait réussi à se mettre dans le pétrin. L'Elder pleura encore plus fort, suppliant Saak, son nouvel ami, de le sauver. Saak semblait brûler de rage. Il serra le poing et demanda calmement au voleur s'il était temps de parler. Chino, tenant Gustave par les cheveux, complimenta Saak sur son intelligence avant de demander à Farah quoi faire. Farah, la chef, lui répondit qu'il ne fallait pas avoir peur d'un voyageur avec une arme cassée. Elle cria à Cohen de s'occuper de lui. Cohen s'élança vers Saak, tandis que Farah souriait avec suffisance, convaincue que leur adversaire, un aventurier de bas niveau, ne pouvait pas leur tenir tête. Elle envisagea même de vérifier les statistiques de Saak. Cohen, brandissant une magnifique lame, avertit Saak qu'il aurait dû partir immédiatement et que maintenant, il ne pouvait compter que sur lui-même. Il utilisa ensuite une compétence active de voleur à 2 mains, vipère jumelle. 16 lames frappèrent, provoquant une petite explosion et une lueur d'énergie bleue autour de lui. Mais soudain, Cohen regarda devant lui avec incrédulité. Saak n'était plus là. Chino, toujours accroché au cou de Gustave qui continuait de pleurer, se demanda si leur adversaire avait décidé de fuir. Cohen, pris de panique, scruta les alentours, se demandant ce qui venait de se passer. Il était persuadé d'avoir découpé son adversaire en morceaux. Soudain, Saak réapparut derrière lui. Il demanda calmement s'il venait de dire qu'il s'était enfui. Son visage était couvert de sang et il tenait un bâton dans ses mains. Avec un sourire ironique, il déclara qu'il avait complètement oublié qu'il avait une arme inutile à la place d'une épée. Le système lui notifia qu'il utilisait une arme improvisée avec une puissance d'attaque de 1. La solidité du bâton en bois était encore intacte, à 100 100ths, et c'était le genre d'arme que l'on pouvait ramasser dans une forêt. Saak demanda ensuite à Cohen s'il souhaitait continuer à se battre. Farah, stupéfaite, murmura que cela ne pouvait pas arriver. Elle n'arrivait pas à accéder aux informations sur Saak. C'était comme si les données ne pouvaient pas être chargées.
Elle écarquilla les yeux et se demanda qui il était réellement. Holm pensa qu'il s'agissait d'une erreur de chargement dans la fenêtre de statut, mais ce genre d'erreur était impossible à moins d'une différence de niveau significative. Cohen, furieux, courut à nouveau vers Sack et tenta de le frapper, mais Sack esquiva facilement chaque coup, pensant que les attaques étaient trop prévisibles. Il commenta mentalement que Cohen utilisait toujours la même séquence. Un revers, 2 coups droits, puis une frappe aérienne. Il conclut que c'était un jeu d'enfant à éviter et que la répétitivité venait d'une conception médiocre, résultat de la surcharge de travail des développeurs de jeux. Sack finit par frapper Cohen violemment à la mâchoire, le mettant hors de combat. Farah, paniquée, cria à Cohen d'arrêter immédiatement le combat. Elle avoua qu'elle ne pouvait pas voir les statistiques de leur adversaire et qu'il ne pourrait pas le vaincre. Elle lui ordonna d'oublier l'épée sacrée pour l'instant et de battre en retraite. Gino, surpris, demanda à Farah si elle était vraiment en train d'abandonner, une attitude qui ne lui ressemblait pas. Cohen, tendu, réalisa que c'était une erreur de sa part de ne pas avoir vérifié les conditions de son adversaire avant de l'affronter. Il réfléchissait à ce qu'il aurait dû faire, n'ayant jamais réussi à toucher Sack une seule fois. Sack ouvrit grand les yeux, étonné. Il se demanda si les bandits ne pouvaient vraiment pas voir sa fenêtre de statut. Il pensa qu'ils étaient des imbéciles, car dans un jeu MMORPG comme New Fantasy, il est essentiel d'évaluer son ennemi en vérifiant souvent ses statistiques. Il se rappela que 2 raisons pouvaient expliquer cette incapacité. Soit le niveau de l'adversaire était beaucoup plus élevé, soit l'ennemi n'avait jamais vérifié la fenêtre de statut, rendant impossible le téléchargement des informations. Avec un sourire sinistre, Sack leur demanda ce qu'ils allaient faire maintenant, ajoutant qu'il était probablement trop tard pour fuir. Soudain, une lumière apparut derrière eux. C'étaient les chevaliers, accourant en criant qu'il fallait protéger la pierre tombale sacrée à tout prix et chasser les bandits du village immédiatement. Farah, paniquée, se retourna et, choquée, demanda comment ils avaient été découverts. Elle jura qu'elle prendrait sa revanche sur Sack, puis elle et les bandits s'enfuirent plus profondément dans la forêt, poursuivis par les chevaliers. Sack, appuyé sur son bâton, esquissa un sourire sinistre, malgré le sang coulant de sa tête. Il pensa que les bandits étaient des idiots s'ils croyaient pouvoir le surpasser. Il ajouta à voix basse que le PVP en dehors de l'arène était passible de bannissement. Pendant ce temps, Gustave, assis au sol, respirait avec difficulté. Enfin libre, il tremblait encore de peur. Sack s'approcha de lui et lui demanda s'il allait bien. Gustave tendit immédiatement ses mains tremblantes vers lui. Il pleurait et avoua qu'il avait eu très peur. Sack, voyant cela, commença à éprouver de la compassion pour le jeune Elder. Puis, avec un sourire qui fit briller ses yeux d'un rouge inquiétant, il sortit une seringue contenant un liquide et lui demanda si les bandits l'avaient laissé tomber. Avec une expression espiègle, il proposa de lui faire une injection ou de le laisser tranquille. Gustave, paniqué, recula précipitamment en criant de peur, suppliant Sack de ne pas faire ça. Il expliqua qu'il avait même bu une potion de haute qualité pour affecter son mana, mais qu'il n'y avait eu aucun effet. Voyant sa terreur, Sack éclata de rire et tendit la main pour l'aider à se relever. Il lui dit qu'il plaisantait et qu'il devait se lever. Gustave, encore sous le choc, essuya ses larmes et remercia Sack pour l'avoir sauvé. Il ajouta qu'il pensait que Sack avait déjà quitté le village. En guise de réponse, Sack lui montra les morceaux du bâton de l'Elder qu'il tenait dans sa main, expliquant qu'il les avait trouvés dans le jardin derrière sa maison. Gustave, prenant les morceaux en main, tenta d'expliquer leur importance, mais s'arrêta en plein milieu de sa phrase, troublé par l'état brisé de son bâton. Cela le fit repenser à ce qui s'était passé récemment chez lui.